du dimanche au sujet des relations toxiques. Aujourd'hui, je vais accueillir Axel. Axel, c'est un coach et un éducateur qui est un collègue que j'ai découvert sur Instagram. J'étais super contente quand je l'ai connu parce qu'en fait, il fait de l'analyse transactionnelle. Et comme vous le savez, une partie d'entre vous qui me suivent, bah en fait, c'est mon dada. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce compte, c'est de faire aussi découvrir l'analyse transactionnelle. Alors, excusez-moi si ça bouge un peu, c'est que mon truc est pas hyper... Attendez, hop, voilà. Donc Axel, lui, il est pas psy, il est coach et il est éducateur. Et il fait de super vidéos sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Noveras Coaching. Si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait. Si vous avez envie de vous initier à l'analyse transactionnelle, parce qu'une partie d'entre vous parfois me disent mais est-ce que tu as des cours à nous conseiller, etc. Si vous voulez vous initier à l'AT, vraiment allez voir sa chaîne, c'est hyper pédagogique, puis c'est marrant, il fait des petits sketchs pour expliquer les concepts d'analyse transactionnelle. Donc voilà, je l'avais invité sur ma chaîne, il a accepté. Donc Axel, je te remercie, j'ai vu que tu étais là. Il faudrait que tu demandes l'accès au live, normalement à côté de toi. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Euh, voilà, alors, je sais pas, peut-être c'est la première fois qu'il fait un live sur Instagram, je ne sais pas. Et sinon, je vais essayer de l'inviter. Alors, ce qui fait que Axel connaît aussi bien les relations toxiques, c'est que comme il est éducateur spécialisé, il vit aussi des situations dans lesquelles il voit ça en œuvre. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que vous nous avez demandées et on va répondre à vos questions. Voilà, donc Axel est là. Ah, donc Axel a un super petit accent suisse, vous allez voir, c'est très sympa. Ça y est, ça fonctionne. Salut Axel! Salut Catherine, ça va? Ouais, ça va et toi? Est-ce que t'as un temps pourri comme nous aussi? Ah ouais, pas mal, ouais. C'est vrai qu'en Suisse, c'est aussi un bon dimanche dégueu. Ouais, bah super. Voilà. Bah, moi, c'est pareil, j'ai mis ma petite lampe spéciale luminothérapie, tu vois, pour avoir l'impression qu'il y a un peu de soleil. Voilà, C'est faire frotter du soleil un peu. exactement. Est-ce que tu m'entends bien? Et est-ce Ouais, c'est que... bon. Bah nickel, pour moi aussi. Dites-nous Il n'y a aussi, pas de vous... décalage, donc c'est bon aussi. Ouais. Bah dites-nous vous aussi en direct si vous nous entendez bien, parce que c'est arrivé quelquefois qu'il fallait qu'on redémarre parce qu'on n'entendait pas bien. Mais sinon, ouais, il y a mon frère qui arrive. Alors, donc j'ai peut-être entendu, j'ai fait une petite présentation. J'ai dit Ouais, que j'ai toi, tu entendu. connaissais les relations toxiques parce que alors pas, je parlais pas de toi personnellement, bien entendu, mais de ton métier, parce que tu Ouais. es éducateur et que tu peux voir ça en direct, j'imagine, avec les jeunes que tu vois. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Et puis, comme tu es coach, tu suis aussi des gens au niveau professionnel, c'est ça? Voilà, moi j'ai fait principalement un peu de coaching et aussi du consulting, surtout pour des jeunes cadres, en fait, des personnes qui prennent des places de responsables, et justement toute cette notion de gestion d'équipe, de communication, etc. Ah oui, Donc là, donc c'est là vrai aussi, que tu vas oui, pouvoir. et là aussi là-dedans, beaucoup là-dedans, j'ai vu pas mal justement les jeux, on en parlera plus tard, mais il y a dans les équipes, il y a énormément. Et ça, c'est un aspect que je traite beaucoup avec mes clients. Ouais. D'accord. Bah, du coup, ouais, ça va être intéressant parce que du coup, moi, je vois pas ces aspects-là. Enfin, je les vois à travers mes patients. Mais toi, tu vois aussi les managers. Comment eux, ils peuvent Ouais, c'est être dans ça. des relations toxiques eux aussi de leur Et côté. même, et même moi, en tant que manager, comment éviter certains jeux, comment des fois moi-même je tombe dans des jeux, et de compter en gestion d'équipe. Donc c'est vrai que c'est intéressant, tu as cette posture autant quand toi t'es pris des fois dans un jeu, que autant tu peux observer ce qui se passe autour de toi. Ouais, ouais. D'accord. Ah bah, ça va être intéressant. Tu vas pouvoir nous dire du coup, est-ce que quand on est dedans, on peut le voir? D'ailleurs, ça pourrait être une première question. Mais juste avant, voilà, je voulais juste qu'on voit si c'est OK pour toi. On a eu des questions tous les deux. Je te propose qu'on se les pose à tour de rôle. Moi, quand je te Ouais, pose une question, c'est toi qui commences à y répondre. Mais après, bon, voilà, comme je suis bavarde, de toute façon, je vais y répondre aussi à ma façon. Donc, ça permet aussi aux gens de voir si on a des points de vue différents. Je pense que, bon, comme on travaille tous les deux éclatés, on aura peut-être quand même des points de vue similaires. Et puis, les gens peuvent nous poser des questions en direct aussi. Donc, parfois, on a le temps de les voir et on peut y répondre. Parfois, ça défile très vite et on les voit pas. On improvise. ça marche. Parfait. Ah, Catherine, ça résonne de ton côté. Est-ce que ça empêche d'entendre? C'est vraiment super désagréable ou est-ce qu'on peut faire comme ça? Moi, ça résonne un tout petit peu, mais ça reste possible, quoi. Ouais, moi je t'entends un tout petit peu, mais c'est pas, en tout cas de mon côté, c'est pas gênant. Mais D'accord. Ok. Eh ben, du coup, c'est intéressant ce que tu étais en train de dire. Je te propose de nous dire ton avis sur quand toi, tu es dans une relation qui te paraît... Alors, euh, parce qu'on a utilisé le terme de jeu psychologique, mais il faudrait peut-être qu'on l'explique d'abord. ouais.
Alors, les jeux psychologiques d'un point de vue d'analyse transactionnelle, ça va être des transactions, donc ça va être des échanges verbaux, des échanges non verbaux aussi, où en fait le niveau, c'est pas vraiment ce qui est important, c'est pas ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un niveau psychologique, un niveau en dessous. C'est ce qu'on appelle nous, enfin communément, c'est un sous-entendu au final. C'est que je vais faire comprendre quelqu'un quelque chose, mais concrètement, ce qu'on dit vraiment, c'est pas ça qui est important, c'est qu'on sent qu'il y a un autre niveau. Et au final, plusieurs transactions comme ça, c'est ce qu'on appellera un jeu, avec à la fin un coup de théâtre où tout d'un coup il va se passer quelque chose un peu inattendu. Ensuite, on a ce qu'on appelle le moment de stupeur où peut-être les gens vont rester comme ça, on reste un petit peu bouche bée, et après ça reprend la suite, ça reprend le cours. Et la spécificité des jeux, c'est que on va souvent aller vers les mêmes personnes faire le même style de jeu. Ça peut être typiquement, cette discussion avec ce manager qu'on sait qu'au final, ça va finir, il y en a un qui va claquer la porte, et puis on sait que ça sera tout le temps un peu comme ça. Et c'est ça qui est aussi un paradoxe avec les jeux, c'est que les gens vont souvent jouer sans se rendre compte, mais vont faire toujours les mêmes styles de jeu, toujours avec les mêmes personnes. Du coup, tant qu'on n'a pas cette notion, je dirais, une sorte de prise de conscience, on peut continuer comme ça. Il y a des couples qui vont jouer toute leur vie en intimité, qui vont jouer à des jeux toute leur vie. C'est l'histoire où vous voyez votre grand-père, votre grand-mère qui se prennent la tête tous les repas du dimanche, la même chose. C'est une forme de jeu et qu'eux, ils vont continuer comme ça pendant des années, en fait. Alors nous, on appelle ça jeu psychologique, et en réalité, c'est pas un amusement, quoi. C'est ça. C'est toxique. À un certain point, je dirais, c'est normal dans la création d'un groupe, dans une création d'une équipe, qu'il y ait une phase de jeu. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut sortir de ça. Et pour reprendre l'analyse transactionnelle, on va parler après soit qu'on se met dans la structuration du temps d'activité, où on va se concentrer sur le travail, donc vraiment sur ce qu'on fait, ou alors partir dans une zone d'intimité, où là justement il y aura plus de jeu, on sera vraiment dans la relation pure en fait avec la personne. Hmm. Et c'est ça qu'on va essayer de tendre, je dirais, avec une équipe de travail, qui est qu'elle soit dans l'activité et pas dans le jeu. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de rappeler qu'on a différents niveaux de jeu. Donc, on peut Ouais. avoir, en analyse traditionnelle, on dit qu'il y en a trois. Mhm. Euh, il y a les jeux qui sont les petits échanges un petit peu, on pourrait dire, mini toxiques, mais qui sont Oui. pas très graves, qu'on va avoir, Mhm. qui vont durer peut-être la journée, 1 heure ou quelques minutes avec un collègue de travail, avec un ami à soi, etc. Où voilà, à la fin on va pas se sentir bien, on sent qu'il s'est passé un truc, même parfois on se rend compte que, mais ce type d'échange on l'a eu plein de fois déjà avec cette même personne, Tout voilà. à fait. Mais au final, quand le jeu se termine, euh, on n'est pas très bien, mais bon, allez, on digère un peu et on passe à autre chose. C'est ça, c'est des choses qui arrivent quand même assez fréquemment, je dirais. Et d'ailleurs, nous aussi, même en tant que professionnels qui connaissent ça, on en joue aussi. Il y a des jeux oui, exactement, dans les cabinets, ouais. Et puis à l'autre extrême, il y a les jeux de niveau 3 qui sont des jeux qui sont dangereux, qui mettent en danger parfois la vie des gens et qui sont des jeux qui sont très graves. Mhm. Et, et c'est vrai, et puis ce que tu dis, c'est vrai que le jeu de niveau 1 sera un jeu qui va se jouer socialement. Donc ça sera un jeu, ça sera un petit pic lancé pendant une réunion, ça sera un sous-entendu, des choses comme ça. Et le passage du jeu niveau 2, ce qui est important, c'est que c'est des jeux qui vont se jouer en intimité. Ça veut dire que c'est des jeux qui se joueront même s'il y a que les deux personnes qui sont là. Bah, typiquement pour des couples ou typiquement pour peut-être des relations dans des entretiens avec des responsables, des choses comme ça, des collègues, ce sera des jeux, ça sera même plus démonstratif. Et là, on est déjà à un niveau supérieur, c'est qu'on joue vraiment qu'à deux. Et comme tu dis, le niveau 3 où c'est des jeux qui peuvent finir tragiquement par décès, suicide, hôpital psychiatrique, enfin des choses assez graves, quoi. Ouais. Du coup, peut-être que on en parlera peut-être par rapport aux questions qu'on a eues, mais c'est vrai que du coup, nous, en tant que professionnels, ce type de jeux-là, on les traite pas exactement de la même manière qu'un type de niveau 1. Ouais, tout à fait. Bah, le type de niveau 1, tu vas plutôt l'analyser, je pense, avec ton patient. Tu peux regarder peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Mais justement, après, je sais pas comment ça se passe pour toi, mais ouais, on va plus analyser des jeux de type niveau 1, voire niveau 2, je pense, ou les niveaux 2. Après, comme tu dis, les niveaux 3, ça sera un autre niveau. Hmm.
On est dans un niveau où il faut protéger les personnes et Ouais, analyser, c'est pas du tout, comment dire, la priorité. Il faut fuir quoi à ce moment-là. c'est ça, exactement, ouais. Mhm. Et je pense que c'est important de rappeler parce que du coup, j'ai eu quelques échanges suite à un post que j'avais fait justement sur les relations toxiques récemment, avec des gens qui me demandaient, mais est-ce que fuir, c'est une solution? En fait, il y avait cette idée que fuir parfois, ce serait comme une faiblesse, mais en fait, dans des jeux vraiment qui vont mettre en jeu la vie ou notre intégrité physique, Mhm. si quelqu'un nous frappe ou nous humilie psychologiquement, enfin, qu'il y a de la violence physique ou psychologique, enfin, à ce moment-là, c'est plutôt de la protection que de fuir, et c'est pas du tout une faiblesse, et c'est important que ce soit ça la première chose à faire. Et à ce moment-là, on n'est pas là à se dire comment il faut analyser, alors qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette situation? Non, non, on se casse. Et on se met en protection. Et après, peut-être, pour être sûr qu'on va pas reproduire ça, on pourra analyser. Mais la première chose, c'est de se protéger et voilà, de mettre sa vie, enfin, justement, pas en danger, quoi. Mhm. Exactement, ouais. Et tu dis fuir, bah c'est vrai que ça vaut aussi, je pense, pour certains endroits de travail où il vaut mieux des fois démissionner. Et je sais que ça, les gens, bah, c'est souvent difficile pour eux parce que bah, c'est comme quitter quelqu'un dans un couple, des choses comme ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est des fois la seule, en tout cas, option, la, comme tu dis, pour te sauver d'un burn-out, te sauver de mobbing ou des choses comme ça. C'est vraiment l'option qui est pas du tout un aveu de faiblesse, mais justement pour moi un aveu de courage de prendre cette responsabilité, on va dire, et puis prendre cette décision. D'ailleurs, quand tu me dis ça, ça me fait penser que, je sais pas si c'est le cas avec parce que quand tu es éduque, tu dis que c'est des patients pour toi ou des Non, clients, non, c'est des enfants. des enfants. Je vais Ouais. pas commencer du coup avec les enfants que tu vois, puis avec les clients que tu as, mais souvent ce qui fait que certains patients, en tout cas moi au cabinet, vont rester dans des jeux psychologiques, donc des relations toxiques, c'est justement cette peur de paraître faible. Et du coup, ils restent là pour lutter en se disant, mais non, mais je vais reprendre la main, je vais y arriver, je vais montrer que j'ai raison, ou je vais faire reconnaître en fait le mal que l'autre me fait. Et du coup, ils sortent pas de la relation toxique parce que ils veulent entre guillemets gagner, parce qu'ils se disent Ouais. que finalement en sortir ce serait comme de la faiblesse. Mais vraiment, je pense que c'est important qu'on le dise ici, quoi. Et quand on est dans un jeu de niveau 3, c'est-à-dire qui est vraiment dangereux, c'est comme le disait Axel, c'est du courage de sortir, c'est pas de la faiblesse du tout. Oui, et puis c'est ce que tu dis, c'est vrai que faut pas oublier qu'on est toujours deux à jouer. Donc et ça aussi c'est des fois je mets pas faut pas mettre la responsabilité sur la personne qui est en souffrance, mais c'est que d'une part, comme tu as dit une fois tu l'as dit dans un post, la bonne nouvelle c'est qu'elle joue et qu'elle peut arrêter de jouer justement. Et ça c'est tout à fait ça. Et que quand tu comprends ça, ben du coup c'est pas un acte de faiblesse, et tout d'un coup toi tu décides de plus jouer en fait. Et du coup la personne en face, un persécuteur, s'il a pas de victime, ben il a plus raison d'être au final. Bon là on fait un petit triangle, mais du coup et c'est vraiment cette idée aussi à faire passer de que la personne n'est pas obligée de jouer, parce que dans les jeux le final du jeu c'est chercher un bénéfice négatif. C'est qu'au final tu vas chercher quelque chose qui bon là on fait appel à plusieurs concepts, mais qui va te confirmer peut-être une croyance négative sur toi, et que tu vas la confirmer en finalisant ce jeu-là. Et si tu arrives à sortir de ça, bah, tu n'as plus besoin de jouer à certains jeux, tu n'as plus besoin de confirmer cette croyance, en fait. Ça, c'est des choses que tu as bien expliquées dans tes vidéos, là, parce que tu as fait tout un cycle de vidéos sur les jeux psychologiques où tu en prends, parce que Berne, qui a créé l'analyse transactionnelle, en fait, a donné des noms à certains jeux psychologiques. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Ah, je te tiens salaud, il y en a un qui s'appelle Psychiatrie, avec des gens qui vont jouer. Alors, juste une petite précision, quand on joue, c'est inconscient, hein. Je Ouais, ouais, précise pour les personnes qui nous c'est écoutent, important. on n'est pas dans quelque chose où on se dit je vais prendre un rôle juste pour m'amuser. On ne fait pas exprès, ça fait partie des choses inconscientes et c'est pour ça que l'analyser parfois va nous permettre de sortir de là. Mais donc dans psychiatrie, bah, la personne va dire qu'elle est malade et donc elle va jouer entre guillemets un malade. Qu'est-ce que tu as comme toi qu'en as T'as fait d'autres? la jambe de bois aussi, la personne qui se plaint enfin, qui dit au final, vous savez, j'ai une jambe de bois, moi je peux pas m'en sortir, puis qui va endosser ce rôle de victime en disant, de toute façon, j'ai ce handicap, moi je peux pas m'en sortir. Hmm. Il y a battez-vous, ou, Battez-vous, ah oui, battez-vous. Et du coup, on est plus que deux là, battez-vous. ouais, faut être trois minimum, ouais. Faut être trois. Donc, On va pousser les gens à se battre.
C'est ça exactement. Tu vas dire quelque chose à quelqu'un, ouais, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qu'elle a dit sur toi, et puis après tu vas aller vers l'autre, puis toi tu vas ressentir de la stimulation un petit peu de voir les gens se battre sans cesser. Parce que c'est vrai que comme t'as dit, les jeux sont inconscients. Et pourquoi on joue, c'est pour amener une sorte de stimulation, mais négative. Mais au moins tu auras de la stimulation. Alors que si tu joues pas puis tu arrives dans une zone d'intimité, ben bien sûr que le risque est maximum parce que tu te montres à quelqu'un, bah voilà, moi je suis comme ça, j'ai pas de masque, c'est juste moi, tu prends le risque de te mettre à nu si on veut, mais tu es dans quelque chose d'intime. Alors qu'avec le jeu, tu endosses un rôle inconscient, du coup tu vas sentir de la stimulation, tu vas voir les gens, ouais, t'as plein de jeux différents. Je te tiens salaud, tu vas juste attendre que la personne elle fasse une erreur. Par exemple, sur un tout petit texte, elle va faire une erreur, puis tu vas bien lui mettre le doigt sur son erreur. Alors que tout le reste, c'était juste, ouais, je te tiens, salaud, maintenant. Et ça, pareil, la personne, elle va sentir de la stimulation à jouer. Ouais, Et ça, c'est tu la l'avais grande bien différence montré avec tes avec petits sketchs là. Tu avais fait des sketchs dans tes vidéos, c'est marrant, j'aime bien. C'est vraiment si vous voulez vous familiariser avec les jeux psychologiques, vraiment allez voir les vidéos d'Axel, elles sont super bien foutues. Puis c'est drôle ce que tu fais, moi j'aime bien, tu prends des petits exemples. non, c'est bien marré en les faisant aussi. On a dû les retourner pas mal de fois, hein, souvent. Ah oui, d'accord. Mais Est-ce comme que tu as tu dit, c'est pourrais nous donner intéressant. justement, excuse-moi, vas-y. Ouais, alors je vais juste dire ça, c'est que si un jeu psychologique n'est pas inconscient, en fait, ça devient un jeu de pouvoir. Parce que du coup, on sait, on a derrière une intention. Et c'est plus de l'ordre des jeux psychologiques, c'est vraiment des jeux de pouvoir. D'accord. Ah oui, donc c'est vrai que j'y pensais plus à ça. Et du coup, par rapport à une question qu'on m'a posée, qui est en fait, qu'est-ce que c'est une relation toxique? Du coup, il y a deux types. Il y a celle qui est vraiment dans la manipulation et qui est volontaire. Ouais. Et il y a celle qui est une relation toxique, mais on ne fait pas exprès. Et donc là, elle est partie. Vas-y. C'est ça. Enfin, est-ce que moi je me suis posé la question aussi avec, on entend beaucoup parler hein, de ces derniers temps des pervers narcissiques. Est-ce que quelqu'un qui est dans une relation avec un pervers narcissique, déjà, est-ce que c'est la relation qui est toxique ou est-ce que c'est l'autre personne qui est toxique et du coup la relation en découle ou est-ce qu'une relation toxique c'est une relation de deux personnes qui jouent et qui jouent beaucoup à des jeux en tout cas de niveau 2 et que c'est leur modèle de fonctionnement dans la relation, c'est de jouer à des jeux psychologiques, ça rend la relation toxique. Mais ça du coup à nous de à nous de définir, je sais pas vraiment la réponse, tu vois. Après, pour moi, une relation toxique, c'est à deux. C'est que c'est la relation qui est toxique. Et du coup, je la différencierais un petit peu d'une relation avec quelqu'un qui est vraiment néfaste, si tu veux. D'accord. Oui. Donc pour toi, une relation toxique, c'est pas le jeu de pouvoir. Non, non, pour moi pas. D'accord. Le- Bah, bref, enfin, quelqu'un qui a un jeu de pouvoir va détériorer la relation, c'est sûr. Mais pour moi, une relation toxique, ce serait une relation qui sera pas basée en fait sur des choses saines, si on veut, qui sera basée plutôt sur ce jeu. Ah, mais je te rejoins parce qu'effectivement, dans l'autre cas, c'est la personne qui paraît plus toxique. C'est-à-dire Ouais, que c'est son comportement volontaire qu'elle veut asservir l'autre. Alors après, nous, en psychothérapie, on peut toujours expliquer. Tu oui, vois. c'est ça, bien Ça sûr. ne Ouais, justifie pas, en fait. C'est pas parce ouais, qu'on peut expliquer pourquoi les gens sont devenus qui ils sont que, du coup, il faut ça tout pardonne. excuser. Voilà. Ouais. Et là, je te rejoins, c'est effectivement, dans ce cas-là, c'est la personne qui est toxique. La relation toxique, c'est plutôt quelque chose dans lequel on fait pas exprès. Ouais, On n'arrive plus à être dans une relation qui nous fait du bien et donc bah, c'est mieux d'avoir, c'est comme tu disais, ces stimulations négatives que d'avoir des stimulations enfin, qui n'existent pas, il n'y en aurait pas quoi. c'est ça. Et c'est très prévisible en fait. Tous les jeux psychologiques sont très prévisibles. On sait comment ça va finir. Quand je sais pas, par exemple, le couple qui rentre chez soi puis que le mari qui se plaint toujours, que la cuisine, elle est pas, j'en sais rien. Tu vois, c'est des jeux, tu vois, un petit peu qui vont se créer. Bah, tu sais comment ça va finir. Peut-être que le mari va claquer la porte, peut-être que, enfin, etc. Et du coup, si je sais pas si tu as vu le film Oui mais Ouais. où il y a Gérard Jugnot, bah là il le montre très bien et il montre que le mari rentre, qui est toujours la même chose, etc. Mais si un jour le mari il fait un truc rien à voir, il arrive et puis qu'il lui dit ah bah je t'aime, t'es super belle aujourd'hui, elle aura tellement pas l'habitude de ça, personne n'aurait l'habitude de ça, que c'est quelque chose qui vont pas faire parce qu'au final c'est pas du tout prévisible dans leur schéma, dans leur façon d'agir. Et à ce côté, je pense aussi peut-être rassurant du jeu, c'est qu'on sait comment ça finit, parce on joue avec la personne, on sait toujours la même chose, mais c'est inconscient, comme tu dis. Elle sait passer inconscient que c'est d'autant plus dur de s'en rendre compte.
J'aimerais bien, si tu as ça en tête, hein, bien sûr, tu nous donnes des exemples du coup des relations toxiques que toi tu peux observer dans tes deux métiers finalement. Est-ce que tu en aurais en tête qui Mhm. te viennent à l'esprit? Je vois, c'est assez compliqué si tu veux le triangle parent, éducateur, enfant. Parce que des fois, il peut y avoir des sortes de cohésion en fait, et du coup, c'est ce qu'on appelle enfin, c'est que du coup, t'as plus un bon triangle, t'as un triangle qui est plus isocèle. C'est par exemple, tu vois, si le parent qui dirait à l'enfant, non, mais t'écoutes pas ce qu'il dit, l'éducateur, tu fais comme maman, elle veut. Puis en fait, là, se crée quelque chose, se crée une sorte de cohésion, en fait, avec l'enfant. C'est l'enfant et le parent contre l'éducateur. Ou c'est comme, par exemple, l'éducateur, enfin, le parent qui pourrait aller vers l'éducateur, puis dire, non, non, mais vous écoutez pas s'il se plaint, vous faites comme vous voulez, etc. Puis du coup, tu crées, en fait, une sorte d'alliance contre l'enfant. Et là, ces jeux en fait de triangle, ça peut des fois dégénérer, ça peut donner justement des relations assez malsaines au final. Et là-dedans peut se rajouter, en athée on dit la puissance supérieure, mais du coup là ça serait peut-être la direction ou l'organisation qui peut encore se rajouter là-dedans. Hmm. Et cette relation un peu des fois malsaine de triangle, tu peux la retrouver dans les équipes où tu as un responsable, tu as l'équipe et puis tu as la direction. Puis des fois, ben, tu auras la direction et le responsable qui sont très proches, qui vont peut-être agir pas forcément pour le bien de l'équipe. Ou alors tu auras par exemple, tu vois cette relation. Et puis là, tu peux trouver des jeux qui peuvent se créer et des relations qui sont plus vraiment saines pour avoir un bon climat de travail. Hmm. Ça, c'est Alors, des choses que je vois assez souvent. d'accord. Ouais, c'est vrai que moi, je les vois à travers les patients dans leur rapport parfois avec leur manager, où on peut avoir des managers qui sont extrêmement exigeants. Alors, eux-mêmes, certainement qu'au-dessus, hein, c'est exigeant aussi, mais du coup, ils sont extrêmement exigeants. Et puis, on a un salarié qui, quand même, continue à faire ce qu'on lui demande, alors qu'en fait, c'est impossible, quoi. Ouais. Jusqu'à ce qu'effectivement, bah, on puisse aller, alors parfois malheureusement jusqu'au burn-out ou à des situations de santé très dangereuses. Alors parfois ça va pas jusque-là, parfois ils se disputent ou parfois voilà, il va y avoir des problèmes dans l'entreprise. Mais ça peut être par exemple une relation toxique, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte quelque chose qui en fait est infaisable. Ouais. Il se met aussi dans une position de sauveur. Parce qu'effectivement, dans Mhm. les jeux psychologiques, il y a deux manières de les analyser. Et celle qui est la plus connue, surtout pour les gens qui font pas d'analyse transactionnelle, c'est le triangle dramatique. Et si on veut être succinct, dans le triangle dramatique, on dit que quand on est dans une relation toxique, en fait, on prend trois rôles différents. Euh, le rôle soit de sauveur, soit de persécuteur, soit de victime. Alors on a l'impression que le rôle de sauveur, il est plus sympa, il est tout aussi chiant parce que de toute façon, il donne des conseils qu'on lui a pas demandé, et puis après, il va reprocher aux autres de ne pas l'avoir écouté. Donc de toute façon, voilà. Ah bah voilà, super. Persécuteur, victime, sauveur. Nickel. Donc une des choses qu'on peut faire quand on a l'impression qu'on est dans une relation toxique, c'est de se demander dans lequel des rôles on se trouve. Ouais, tout à fait. Et ça, comme tu dis, je pense, que c'est on aura tous un rôle préférentiel, en fait. C'est que, dans une relation toxique, on va jouer les trois rôles parce que ça tourne, en fait. C'est vraiment comme le théâtre. On va changer de rôle, mais on aura, suivant notre histoire de vie, ça, c'est des choses, ben, qu'on analyse en thérapie, hein, mais on aura vraiment un rôle qu'on va retrouver plus facilement. Soit un rôle de victime, soit un rôle de persécuteur, soit un rôle de sauveur. Et déjà ça, c'est un premier pas de se demander, mais au final, moi, de manière générale, quel est le rôle que j'endosse le plus? Parce que c'est ce qui nous aidera à pas répondre à certains, à l'appât, comme on dit, hein, ne pas répondre, connaître un peu ses points faibles, justement, pour pas, typiquement un sauveur, il y a certaines situations pour lui, ça sera plus fort que lui, il sera obligé d'aller sauver, alors qu'il n'y a pas de demande, parce que voilà, il va même pas réfléchir, parce que de nouveau, on dit c'est inconscient. Pour lui, il va y aller, il va sauver, puis il va s'embarquer dans un truc où, au final, il n'y avait aucune demande d'aide de la part de la personne. Et c'est vrai, c'est très intéressant et c'est important de commencer par savoir quel est notre rôle qu'on joue le plus souvent, au final. Avec cette idée que si on est dans une relation qui nous convient pas et qui dure, hein, parce que bon, parfois le temps qu'on s'en rende compte et qu'on en sorte, bon, mais si ça dure, bon, c'est quand même très très probable qu'on joue un de ces trois rôles. Alors moi, alors en
dans la vie personnelle, mon rôle préférentiel, c'est le persécuteur. Je l'aime beaucoup. Moi, si j'ai quelqu'un qui se victimise, alors comme j'ai beaucoup travaillé, je le sais, et je le dis volontairement parce que le persécuteur, c'est le rôle qui est le plus mal vu, je crois. Donc c'est pour vraiment, je le dis volontairement pour montrer que le persécuteur, il est pas pire que les autres. La victime, on parle de rôle, hein, on parle pas d'une vraie victime au sens du dictionnaire, Oui, mais celui qui joue la victime, parce que parfois c'est le cas. Quand on est une vraie victime au sens du dictionnaire, c'est là qu'on est dans un rôle, un jeu de niveau 3. Là il faut partir. Mais sinon, on se dit oui, la victime elle est argentine. Non, elle est chiante. ah oui, Donc c'est pas pire d'être persécuteur et c'est pour ça que je le dis volontairement pour dédramatiser parce que sinon moi, je le vois au cabinet, quand on commence à analyser des jeux psychologiques avec des patients, euh, merci de le dire, Catherine. Je t'en prie, Céline. Les patients souvent vont se dire ah oui, moi je suis un sauveur. Alors, ils aiment souvent bien le sauveur, mais le sauveur, je vous jure, il vient s'immiscer dans des endroits, on lui a rien demandé, il nous donne des ah ouais, conseils exactement. qu'on lui a pas demandé, et en plus après, il va vous accuser de pas l'avoir écouté. Donc vraiment, et avoir en tête que ce sont des rôles, ce n'est pas nous, comme le disait Axel tout à l'heure, comme justement on se sert des jeux pour pas être trop dans l'intimité non plus. On joue ces rôles un peu comme du théâtre. Et vraiment, c'est la première question à se poser que je pense quand on est dans un jeu psychologique, c'est OK, qu'est-ce que j'ai joué là, quel rôle j'ai pris. Et donc voilà, je disais volontairement, moi dans ma vie personnelle, pour le coup, c'est la vérité, hein, je me suis rendu compte quand j'ai analysé ça, voilà, j'étais souvent, dès que j'ai une victime, je sais pas, j'ai commencé à devenir, ça m'agace, donc j'étais un peu, voilà. Dans, dans la vie professionnelle, comme beaucoup de gens qui sont aidants, bah, notre point faible, c'est d'être sauveur. Parce que justement, on a des gens face à nous qui sont pour le coup souvent des vraies victimes aussi, parfois aussi qui se victimisent. Et du coup, c'est important que nous, en tant que coach sûrement, éducateur j'imagine aussi, mais nous aussi en tant que psy, qu'on soit pas en train d'essayer de sauver les personnes en face de nous, parce que sinon ils vont pas trouver leur solution. On va C'est leur ça. donner nos conseils à nous, mais nous, notre vie à nous, si ça se trouve, c'est pas du tout la leur, c'est pas du tout ce qu'ils ont envie, leur personnalité n'est pas la même que nous. Donc voilà, juste pour vous donner des exemples que voilà, des rôles différents qu'on peut faire et que ça peut être différent dans la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est ça. Et pour moi, ce qui sauve cette, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que très souvent, les personnes aidantes auront tendance à avoir une posture de sauveur. Mais pour moi, ce qui va sauver ça, c'est le contrat au final. C'est quel est, pourquoi est-ce qu'on est ensemble? Quel est le but de notre rencontre? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Et qu'est-ce que moi j'attends de toi? Et quand le contrat est explicite et plus implicite, ben les choses sont notifiées et tu peux sortir de cette posture. Ce n'est pas mon rôle de faire ça à ta place parce que c'est spécifié. Et c'est pour ça qu'en AT, on est quand même très pointilleux, on va dire, hein, sur le contrat. Hein. Il y a ces trois contrats de travail administratif et surtout le contrat psychologique qui est pas forcément connu, mais c'est comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble au final. Et plus ce contrat est clair, plus ça permet après de de poser les choses au final. Et ce qui se passe très souvent dans un couple, dans certaines relations de travail, le contrat psychologique, ciao. Et on n'en parle pas. Alors du coup, après, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, enfin, tout est beau, etc. C'est implicite, mais des fois, c'est important aussi de respécifier au final qu'est-ce que t'attends de l'autre? Enfin, qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Et puis et en discuter. Et pour moi, du moment que tu commences à en discuter, bah, t'es plus dans un jeu. Et là, tu passes dans une relation d'intimité où vraiment tu regardes vraiment avec la personne. Et ça peut se faire à tous les niveaux. Je pense autant au niveau de travail, autant au niveau quand tu gères une équipe, autant au niveau avec un patient, autant au niveau de un couple ou même avec ta famille. Mais c'est des choses que comme c'est des relations la famille, des choses comme ça, tu vas rarement te dire si tu as un problème avec tes parents ou avec ta sœur, te dire mais qu'est-ce que t'attends de moi au final. Et puis pourtant c'est des choses qu'on devrait se demander, qu'on ne devrait pas avoir honte. Ça permettrait, je pense, de régler pas mal de problèmes. J'ai l'impression, par rapport aux formations que j'ai pu faire, que j'ai mon chat qui veut rentrer, que vous en Suisse, vous êtes et aux Pays-Bas aussi d'ailleurs et en Belgique, vous êtes meilleurs que nous sur l'histoire des contrats. Je ne sais pas si c'est du fait de notre histoire nous en France avec la psychanalyse ou du coup il n'y a pas de contrat en psychanalyse. Je trouve que il y a que en AT où j'ai vraiment trouvé cet enseignement du contrat qui est effectivement protecteur parce que ben, vraiment, nous, en tant qu'aidants, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a à être attentif. Si on ne fait pas de contrat, eh ben, on peut se retrouver dans une posture de sauveur, justement, à donner des conseils.
Et finalement, on n'est pas en train d'aider quelqu'un à être autonome et à trouver ses propres options à lui ou à elle. Et je trouve que bah, c'est notre risque aussi à nous, si on ne fait pas de contrat, enfin, contrat psychologique, comme tu le dis, c'est-à-dire qu'est-ce que vous Mhm. attendez de moi. Et je trouve que quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Moi, je suis expert en psychologie ou en coaching ou en système éducatif. Et du coup, bah, je vais mettre ça au service de votre objectif. C'est pas moi qui vais décider l'objectif. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Et parce que c'est important de dire que, alors, heureusement, souvent, les jeux psychologiques enfin, en cabinet, ils sont pas de niveau 3 du tout. Mais on peut se trouver quand même Ouais, dans des tu jeux peux. Ouais. psychologiques de niveau 1, au moins, où, je sais pas, par exemple, un patient, je sais pas si ça t'arrive toi dans ta pratique, mais moi, je peux avoir des patients, tout ce que je vais dire, c'est nul. Ils vont Ah, dire, à tout ce que je dis, ils vont dire, ah oui, mais non, mais Catherine, mais non, mais vous vous rendez pas compte, non, mais ça, c'est pas possible, puis ça, ben, le risque pour moi, c'est d'être justement dans un jeu qu'on appelle Oui mais en analyse transactionnelle. Je vais proposer plein d'options. Puis à la fin, lui, ça va l'énerver. Moi, ça va m'énerver. Et ça marche pas. Donc c'est un des ouais. exemples. Mais c'est pour dire, nous aussi, on peut tomber dans les jeux psychologiques. Je le dis aussi volontairement pour dédramatiser, pour dire qu'on joue tous des jeux psychologiques. Le tout, c'est de pas aller dans des niveaux 2 ou 3 pour pas mettre en danger notre intégrité et celle des autres. Euh, mais voilà, effectivement, comme tu le disais bien, le contrat, ça nous permet de protéger ça. Et c'est important, nous, en tant que professionnels, et j'ai envie de le dire aux Français en tout cas, que quand on reçoit des patients, vraiment que dès les premières séances, notre premier objectif, ce soit de dire quel est votre problème à vous. Parce que le Mhm. risque, c'est que ce soit nous qui définissions le problème de la personne. Et ça se trouve, ce que nous, on trouve problématique, la personne, c'est pas ça qui lui pose problème. Ouais. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment spécifié. Au final, en tant que professionnel, tu garantis le processus, tu garantis les moyens que tu vas mettre, et tu garantis pas le résultat, parce que le résultat, il dépend au final de la personne, et puis de elle, quel travail elle veut faire là-dedans. Et ça, c'est important je pense que c'est important de le spécifier. C'est important de le spécifier en coaching aussi, où c'est quand même c'est beaucoup plus court, hein. C'est des fois, il y a des coachings de 5 séances, de 10 séances, que c'est quand même beaucoup moins long qu'une thérapie, hein. Et du coup, c'est vraiment ça, cette histoire de contrat. Mais le jeu du Wima, ça me fait rire parce que moi, justement, moi-même, étant en supervision, je crois que c'était il y a 2, 3 semaines, j'ai commencé à partir dans un Wima avec mon superviseur, que lui, il a fait de l'AT aussi. Puis tout d'un coup, il me fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de jouer au Wima, là? Et puis, je me suis rendu compte, c'est vrai que je me suis entendu et que j'étais en train tout ce qu'il me disait, j'argumentais, comme ça. Puis il m'a dit, ouais, je vais pas commencer à jouer avec vous, hein. Et après, on a rigolé. Mais tu vois, même moi, tout le monde, je veux dire, mais même quand tu travailles, puis t'es toi-même en thérapie ou en supervision, tu peux commencer à jouer, puis bah heureusement, bah voilà, mon thérapeute a vu le truc, il a coupé court, puis après on en a reparlé, on a méta-communiqué sur ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que on n'est pas à l'abri, hein, et tout le monde joue, et enfin c'est comme tu dis, c'est vrai qu'il faut dédramatiser ces jeux. Mais c'est intéressant, je pense, d'en prendre conscience pour pas rentrer dans une relation où il y a presque ça, presque des jeux. Ouais. Mm, mm. Alors du coup, je vais te poser une question qu'on m'avait posée. Parce qu'on a, donc on m'avait demandé comment reconnaître un jeu psychologique. Donc là, on a donné des éléments. Si vous estimez qu'il en manque, dites-nous. Mais pour moi, je pense on a dit ce qu'il en était. Mais par exemple, quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on peut parler de relations toxiques parents-enfants? Est-ce que ça arrive dans les relations entre les parents et les enfants? Mhm. Bon, moi je pense déjà là-dedans, faut savoir de quoi on parle, parce que est-ce qu'on parle de parent-enfant, un enfant mineur, avec enfin, un enfant, on va dire, de moins de 16 ans par exemple, ou un parent-enfant, mais que l'enfant a 30 ans, puis le parent 60 ans. Je pense que si on prend le cas d'un enfant mineur, donc on va dire un enfant de moins de 16 ans, pour moi, un enfant ne peut pas instaurer un climat toxique. Il sera jamais responsable de ça, parce qu'un enfant, même si on a l'impression d'un point de vue extérieur qu'il va faire exprès, qu'il va répondre, qu'il va, comme si on pensait qu'il fait exprès d'instaurer ça, lui, il va juste être en réaction à d'autres problèmes, à son environnement. Donc, imaginons quelqu'un qui me dit, ouais, moi, j'ai l'impression que mon enfant de 8 ans, il rend notre relation toxique. Non. Pour moi, l'enfant ne va jamais faire ça
de son plein gré. Il va réagir à des choses qui se passent autour de lui. Il aura peut-être un mal-être et ça va se traduire comme ça dans la relation. Donc, moi, pour moi, une relation toxique, enfant, on va dire, petit enfant avec parents, c'est compliqué pour moi de dire que l'enfant, parce que comme si on part du principe que les deux personnes de la relation toxique sont responsables, c'est compliqué pour moi de dire que l'enfant est responsable un peu de cette relation toxique. Ouais, Donc je après, te rejoins tout à fait. Pour moi, je dirais même plus tard, jusqu'à plus tard. Enfin, je suis un petit peu, comment dire, plus large. Bon, c'est pas scientifique ce que je vais dire, mais on sait que le cerveau se construit jusqu'à 25 ans, à peu près, 20-25 ans. Donc pour moi, un enfant, enfin, ou quelqu'un qui a moins de 20-25 ans, il n'a pas toutes les capacités sur le plan de la construction du cerveau qu'un adulte après. Et du coup, ah, il y a de l'écho et c'est gênant, on a tendance à être déconcentré. J'en suis désolée, mais alors là, du coup, il faudrait que j'aille chercher des trucs et tout. J'avoue que bah, je ferai gaffe la prochaine fois, mais là, je vais pas le, je vais pas le faire tout de suite. Mais merci d'avoir prévenu. Euh, et je pense que pour parler de relations toxiques, il faut parler de personnes qui ont des capacités similaires dans un sens. C'est un peu comme si on disait on va faire un sprint et puis il y a quelqu'un qui fait un mètre, je sais pas, enfin, un enfant qui fait un mètre et puis quelqu'un d'autre qui a des super grandes jambes. Qui a fait du sprint, qui est entraîné depuis longtemps. On n'a pas les mêmes capacités. Et je me dis, si le cerveau n'est pas terminé d'être construit, même si, bon, bah, bien sûr, à l'adolescence, à 16 ans, effectivement, on peut aussi jouer des jeux psychologiques à 16 oui, ans. oui, bien sûr. Mais je dirais dans ce cas-là, parlons de gens jouent un jeu psychologique à 16 ans, dans ce cas aussi avec d'autres qui ont 16 ans. Ouais, tout à fait. Alors Ah que ouais. parents-enfants, je suis d'accord avec toi, on n'est pas dans une dynamique symétrique. Il y a une responsabilité du parent envers l'enfant qui n'est pas réciproque. L'enfant n'a pas de responsabilité envers son parent, il n'a rien demandé, lui. Exactement. Le parent ne doit pas devrait pas se mettre au niveau de l'enfant. Mm. Des fois, tu vois des petits enfants, puis t'as l'impression que le parent il te dit non mais il me provoque, il fait exprès, etc. Mais c'est pas aux parents de se mettre au niveau, c'est aux parents peut-être de s'adapter au comportement de l'enfant pour certaines choses, mais il peut pas, comme tu dis, tu peux pas comparer les deux choses, c'est pas possible. Mm. Après, un parent et un enfant adulte, on va dire, hein, pour moi, oui, ça, c'est deux personnes qui peuvent avoir une relation toxique. Et après, alors, je sais pas à quel point j'ai l'impression que le parent aura toujours un peu peut-être une responsabilité supérieure parce que c'est son enfant. Après, peut-être c'est faux, même si le parent a 60 ans puis l'enfant 30 ans. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est quand même lui qui aura peut-être une petite responsabilité en plus là-dedans, même si c'est pas le but de faire culpabiliser l'un des deux. Mais c'est vrai qu'une relation toxique entre un père, un fils, etc., une mère, une fille, pour moi c'est tout à fait possible. Mais à partir d'un certain âge, là pour moi on pourra parler de relation toxique. Je suis d'accord avec toi parce que même quand on a, je sais pas, par exemple, un parent qui a 60 ans et un enfant qui en a 30, la différence entre les deux, c'est que pour l'enfant, la relation qu'il a eue avec son parent fait partie de sa construction. Alors que l'inverse, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le parent, il a vécu pendant un certain nombre d'années sans cet enfant-là, donc cet enfant n'a pas autant d'impact sur sa construction que l'inverse. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens, bon, ok, on peut dire qu'il y a des relations toxiques plus tard quand on est adulte les deux, mais Mhm. néanmoins, on n'est quand même pas dans un truc asymétrique. Donc, je pense que c'est des relations toxiques à traiter pas tout à fait de la même manière que peut-être on le ferait si c'était sur enfin, deux adultes. Ouais, qui n'ont pas forcément de lien de parenté ou des. Il s'agirait peut-être. Vas-y. Ouais, c'est vrai que j'ai l'impression que dès que les liens de parenté, bah toi t'es mieux placé de savoir comme tu as fait tout le travail sur l'héritage familial, mais dès que des liens de parenté rentrent en fait dans les relations, ça change la dynamique parce que du coup il y a encore autre chose que deux collègues, enfin deux voisins ou des choses comme ça où il y aura les enjeux seront beaucoup moins importants. Hmm, je suis d'accord. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit, il s'agirait peut-être de dire que le parent peut être toxique de par son comportement vis-à-vis de son enfant, comme l'entend Suzanne Forward. Oui, alors dire toxique,
Parce qu'une personne toxique, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Axel. À mon avis, effectivement, c'est plutôt quand on est dans un jeu de pouvoir et que c'est volontaire. Donc, quelqu'un qui serait vraiment toxique volontairement, oui, je suis d'accord. Après, dans la plupart des cas, en tout cas, moi, je reçois pas d'enfants en thérapie, mais les parents me parlent de leurs enfants. Quand c'est le cas, ils le font pas exprès. Vraiment, voilà, il y a eu une réaction de leur enfant, ça a été difficile pour eux, ça a peut-être réactivé un traumatisme qu'ils ont, enfin, des choses comme ça. Donc, j'ai du mal à dire que le parent, s'il l'a pas fait exprès, lui serait toxique. Par contre, on peut dire qu'il est pas adapté, par exemple. Mhm, C'est pas tout mhm. à fait Tout pareil. à fait. Ouais. C'est vrai qu'un parent va, enfin, c'est être rare qu'un parent fasse exprès de nuire à son enfant, mais comme tu dis, son comportement, les conséquences de son comportement vont nuire à l'enfant. Mais c'est quand même une différence parce que du coup, c'est quelque chose d'involontaire, même si les conséquences peuvent être dramatiques aussi. Mm. Comment ne plus réagir comme une victime une fois adulte quand on a pu être maltraité? Là, ma réponse, moi, ça va être la thérapie, hein. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il va falloir, comment dire, il va falloir utiliser la plasticité cérébrale pour changer tous les réflexes qui ont été mis en place par rapport à ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu Alors ça, aurais je te laisse répondre. Non, mais imaginons par exemple que tu es quelqu'un en coaching qui te dit ça. Comment je fais pour plus Bah réagir comme voilà, ça? bah, typiquement, enfin c'est vrai que comme j'explique à mes clients, nous on va pas chercher le pourquoi en fait dans le coaching. Quand ça touche justement à comprendre pourquoi au final je suis comme ça, pourquoi j'ai cette réaction, je peux aller à un bout. Moi, je vais plus analyser le comment. C'est pour ça que l'analyse fonctionnelle, c'est magnifique parce que moi, je peux dire, bah voilà, qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là? Vous vous sentiez comment? Et on parlait des états du moi, hein. Bah, je peux faire des schémas, etc. Mais moi, je vais rester à une analyse. Puis après, je vais peut-être donner mon avis au client. Lui, il va se faire son avis sur ça. Et puis, si je vois que c'est un sujet qui est récurrent ou qui le bloque dans le coaching, bah là, je vais lui conseiller de faire une thérapie pour travailler en profondeur et puis vraiment chercher les origines. Moi, je vais pas faire régresser. Enfin, toi, je vais pas aller chercher dans l'enfance d'un client. Peut-être s'il veut me parler de certaines choses, oui, ça peut m'aider dans le coaching, mais je vais pas. Ça serait inadapté parce que je suis pas formé pour ça. Tu D'accord. Il y a quelqu'un qui demande comment différencier quelqu'un qui fait exprès de quelqu'un qui ne fait pas exprès. vois. Qu'est-ce que tu dirais, Qui toi? fait que ça, quoi, à jouer. Je pense. Peut-être toxique, je pense. Enfin, quelqu'un qui est. Je pense que c'est pour la différence entre. Attends, excuse-moi. Je disais en même temps, du coup. Je pense à la différence entre le jeu de pouvoir et le jeu psychologique. Comment on peut identifier que la personne en face, elle est dans un jeu psychologique avec nous, ou elle est dans un jeu de pouvoir? Je pense que le jeu psychologique, quand on arrivera à ce fameux coup de théâtre où peut-être les gens vont changer de rôle ou il va se passer quelque chose, les deux personnes seront un peu surprises et les deux personnes auront un sentiment un peu de malaise, comme tu disais, qu'il s'est passé quelque chose comme ça. Alors que dans le jeu de pouvoir, au final, la personne, elle va essayer de t'amener là où elle veut. Du coup, elle n'aura pas du tout. Bah, après, ça va vraiment aider la personne, mais peut-être si on est assez attentif, on verra que l'autre personne sera pas vraiment surprise de ce qui se passe parce que du coup, c'est elle qui aura peut-être mené un peu l'échange pour arriver à son but. Donc voilà, presque ça aide vraiment. Bah, si l'autre personne elle est dans un jeu psychologique, elle joue aussi, donc elle s'en rend pas compte non plus. Bah, du coup, effectivement, moi, j'aurais tendance à dire que on peut pas trop savoir. Parce qu'il y a des gens qui, d'ailleurs, si tu es dans un jeu de pouvoir, tu peux être aussi un très bon acteur et puis faire comme si tu étais un peu innocent ou innocente, quoi. Mhm. Donc, je pense qu'on peut pas trop savoir et c'est pour ça que, à mon avis, ça rejoint une question où quelqu'un nous demandait comment éviter une relation toxique. Euh, alors, c'est vraiment, je pense, en se posant la question de quel type de rôle je joue, quoi. Ouais, ouais. C'est c'est vraiment quel rôle j'ai joué dans ce qui se passe. Si vraiment on n'arrive pas du tout à trouver ça, même en thérapie, moi, je dirais de toute façon, faut pas se poser de questions à ce moment-là. Si la relation, ça marche pas, à un moment donné, il faut trouver un moyen de sortir de là. Et puis, bah, tant pis. Enfin, je veux dire, euh, mais une manière de se poser la question en se disant, voilà, mais moi, qu'est-ce que j'ai pu jouer là-dedans? Est-ce que je me suis victimisée alors qu'en fait, j'avais des capacités que j'ai pas regardées? Est-ce que bah, j'étais un peu agressif ou agressive ou est-ce que moi, j'ai voulu un peu imposer ma façon de voir? Ou est-ce que peut-être j'ai donné des conseils qu'on m'avait pas demandé ou j'ai aidé alors que quelqu'un m'avait rien demandé?
en se posant ces questions, en étant honnête avec soi-même, parce que c'est pas mal et c'est pas grave d'être dans ces rôles-là, c'est voilà, c'est les relations et tout, mais ça nous permet déjà de pouvoir éviter pour la prochaine fois. C'est-à-dire, attends, ok, moi mon point faible, c'est ça. Donc, par exemple, je sais pas, moi quelqu'un qui va se plaindre dans ma vie personnelle, bah, je sais depuis longtemps maintenant que c'est mon point faible. Donc, bah, je commence à ressentir le truc et avant de dire quoi que ce soit, je dis ok, tu vas respirer, tu te détends. Et puis du coup, ça va éviter que je dise ah c'est Ouais, bon, machin. Bon, j'embarque mon truc quoi. Donc si on peut l'identifier, après on peut aussi identifier. Alors je sais pas comment vous faites en coaching, mais moi j'aime bien aider mes patients à identifier qu'est-ce que ça fait dans le corps à ce moment-là. Tu vois. ouais, Que quand je vois quelqu'un qui est en train de se plaindre pendant 10 minutes, là, moi, je sens, le truc, il est là, voilà. Donc, ça peut être aussi un truc que vous pouvez apprendre à identifier pour vous dire, OK, maintenant, je sais qu'il y a ça, et du coup, amener à la conscience des choses que d'habitude on fait inconsciemment. ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que tu as dit quelque chose de très important, c'est connaître ses points faibles. Et plus on, parce que un jeu psychologique, si une personne fait une remarque et qu'elle touche pas vos points faibles, ça aura aucun impact. Par exemple, si moi je vois quelqu'un se plaindre et puis que moi je suis pas du tout, j'aurais pas tendance à rentrer dans un rôle de persécuteur, peut-être je vais voir quelqu'un se plaindre, puis ça me fera ni chaud ni froid. Alors que peut-être que moi, si je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, etc., puis que je suis plutôt dans une posture de sauveur, ça me donnera envie d'aller. Alors peut-être que quelqu'un d'autre, il va pas rentrer là-dedans parce que lui, du moment qu'il n'y a pas de demande d'aide, il va rien faire. Et du coup, plus on connaît, je pense, nos points faibles, plus après, ça répond à comment éviter une relation toxique. En fait, éviter une relation toxique, c'est plus tu te connais, plus tu sais ce que tu veux pas, ce que tu es d'accord d'accepter, ce que tu n'es pas d'accord d'accepter. Puis au final, tu sais si la relation que tu vis, elle est en adéquation avec ce que tu as envie. Mm. Mais c'est clair que c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais c'est pour ça que je pense que c'est un chemin, enfin, c'est un processus qui s'arrête jamais au final de se connaître. Puis c'est ça qui est beau aussi, parce que du coup, on peut toujours découvrir sur soi-même. Mm. C'est vrai. Il me semble que toi, tu m'avais dit que tu avais une question aussi qui pouvait rejoindre un peu ce qu'on est en Oui. train de dire. C'était, ah oui, comment savoir si c'est moi qui est toxique? Mm. Et qui est assez intéressante, parce que c'est vrai que dans une relation, après, on va peut-être se demander au final, est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que c'est l'autre? Enfin, est-ce que, moi, pour moi, enfin, j'aurais comme réponse déjà, pour moi, si tu te poses cette question-là, c'est que tu es déjà dans une démarche où tu veux sortir enfin, en tout cas, tu veux comprendre. Donc pour moi, quelqu'un qui se demande, mais est-ce que c'est moi le problème au final, il est déjà dans une démarche, ouais, de compréhension de ce qui se passe. Donc pour moi, qui n'est pas toxique au final. Mm. Je sais pas si tu le vois comme ça, mais je me dis c'est déjà un pas qu'une personne peut-être qu'on va dire toxique, elle se poserait même pas la question. Peut-être qu'elle mettrait la faute sur l'autre, tu vois, par exemple. Ouais, moi je pense que en fait, dans une relation toxique, les deux sont toxiques. Et c'est pas Ouais. les personnes qui sont toxiques à nouveau parce que la personne toxique, comme tu disais, c'est le jeu de pouvoir, c'est la personne qui le fait volontairement. Dans un jeu psychologique, les deux personnes ne sont pas toxiques. Ou alors on le serait tous parce qu'on en joue tous. Ouais. Donc je pense que comment savoir si c'est moi qui est toxique? Je dirais simplement, à moins d'être dans ces situations extrêmes où la vie est en danger, où la santé est en danger, où là faut partir. Mais sinon, c'est la relation, elle se passe pas bien. Alors quel est le rôle que je prends moi et qui favorise cette relation toxique? Et je pense Mhm. que là, du coup, si on se dit finalement, c'est différent de dire une relation toxique et de dire une personne toxique, on peut être dans une relation toxique sans être toxique soi-même. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que ça engage du coup plutôt la relation, le lien entre les deux personnes. C'est plutôt notre façon de faire, notre façon de communiquer est toxique. Et plus ouais, les protagonistes, en fait, plus les personnes. D'ailleurs, euh, souvent avec les patients, moi je trouve qu'on voit, et puis d'ailleurs dans la vie perso aussi, hein, il y a des gens qui sont toxiques pour nous, enfin, en tout cas avec qui nous on engage des relations ça marche pas, mais ces mêmes personnes avec d'autres ça fonctionne Ouais. très très bien. Ouais. Et je pense que c'est là où rentre cet aspect de point faible, que ça n'aura aucun impact sur nous. Et des fois, il y a des personnes qui te parlent de quelqu'un que tu connais, que tu as en commun, puis qui vont te dire des choses. Ah, mais, enfin, qui vont te dire des choses que peut-être l'autre personne sera choquée, mais que toi, ça va pas forcément t'impacter au final. Mm, tout à fait. Alors, on va aller poser d'autres questions. Est-ce que après avoir fui, par exemple dans une relation toxique, alors bon, du coup, je veux dire, quel que soit le niveau, est-ce que c'est bien de revenir ensuite, une fois qu'on a digéré le truc, pour clore le truc?
Il y a beaucoup de trucs dans mon histoire. Alors, truc numéro un, je pense que non, mais enfin, comme tu dis, alors moi je pense que si on est dans le cas d'une situation extrême où la personne a dû partir pour sauver sa vie, enfin après c'est tellement personnel, mais je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui est positif pour la personne qui fait ça. Est-ce que vraiment ça va l'aider dans une démarche de réparation? Enfin, est-ce que elle va en tirer plus de positif à aller peut-être clore l'histoire que de négatif de revoir la personne. Et ça sera toute cette balance, je pense, bah, pour moi, de nouveau, ça, il faut traiter avec, si c'était tellement extrême, avec un thérapeute, enfin, ou et traiter ça en cabinet, et puis prendre du temps avec quelqu'un de neutre qui va essayer de faire réfléchir sur ça. Parce que si cette personne elle demande à ses proches, tout le monde lui dira de jamais retourner le voir, je pense, parce que les gens sont pas objectifs au final. Euh, Bah, il y a l'inverse aussi, tu sais, j'ai vu passer, justement, il y a pas longtemps, il y avait pas mal de débats, je trouvais, sur les réseaux sociaux à ce sujet, sur le fait qu'on force, par exemple, des gens qui ont été agressés, on les force à aller porter plainte, par exemple, tu vois. Et ce que tu dis, ouais, je pense que c'est vachement intéressant, c'est de se dire, il y a que la personne qui a vécu les choses compliquées, quel que soit le niveau, que ce soit effectivement des agressions ou que ce soit des jeux psychologiques de niveau 1 ou 2 qui ont été désagréables, mais bon, voilà, une fois qu'on est parti, ça va mieux. Chaque personne va être différente et il y en a pour qui ça va être bon de revenir s'expliquer ouais, avec cette idée que, ben, n'oublions pas aussi que parfois nous on veut s'expliquer, puis l'autre il entend pas, il peut pas entendre quoi, et on pourra pas le forcer à le faire. Mais en tout cas, on peut avoir envie de le faire, et pour d'autres, ce sera pas nécessaire, et c'est important de respecter ce que chacun a besoin. On revient sur le contrat finalement, de dire mhm, chacun n'a pas forcément besoin des mêmes choses du fait de notre histoire, du fait de notre fonctionnement, notre caractère, etc., etc. Et puis aussi de l'intensité qu'il y a eu du jeu, parce qu'il y a des personnes, effectivement, on se dit non, mais je sais pas, il faut plus, je veux plus du tout voir cette personne. Je sais pas, c'est comme quand on essaye de traiter une addiction. Il y a certaines personnes, après avoir traité ça, eh ben, ils peuvent plus du tout toucher à la substance, parce que s'ils y touchent, c'est fini. Et puis d'autres, ils peuvent s'ils le font à petite dose. C'est différent selon les personnes. Et effectivement, je pense que c'est, comme tu l'as bien dit, il y a que la personne qui peut savoir ce qui est bon pour ouais, elle. c'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'il Il y y a des avait, personnes qui sont toxiques? Excuse-moi, tu voulais dire ouais, mais j'allais dire la même question. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont toxiques par nature, ou est-ce que c'est vraiment que les relations qui peuvent être toxiques? Alors de nouveau, je pense qu'on a un petit peu répondu, mais c'est c'est vrai que enfin, moi j'aime bien partir du principe que l'être humain, enfin, il va pas être toxique par nature. Enfin, que même, je sais que ça chamboule un peu les morales, mais même que le pire comportement, il peut être expliqué en fait. Enfin, c'est que la personne fait ce qui est le mieux pour elle à un temps donné, à un moment donné. Après, bien sûr, comme on l'a dit, ça excuse pas en fait. Ça, c'est pas parce qu'on essaie de Ça n'excuse comprendre qu'on pardonne. C'est ça. Du coup, pour moi, non, une personne peut pas être toxique par nature. Après, ça c'est personnel, hein, c'est mon avis. Euh, et du coup, ça voudrait dire pour moi, est-ce que les relations soient toxiques? On l'a aussi un petit peu répondu. Pour moi, ça sera surtout exactement, c'est la relation qui est toxique plus que la personne. pas. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut toujours expliquer. Alors après, je pense qu'il y a quand même des gens, et voilà, en tout cas moi dans mon expérience, c'est souvent des gens qui sont extrêmement traumatisés, qui ont vécu des choses terribles et qui du coup, en termes relationnels, comment dire, ils n'ont pas appris à être dans des relations sereines et saines et qui Mhm. fonctionnent bien. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est reproduire ce qu'ils ont appris, parce que je pense que c'est important de rappeler que l'apprentissage de comment on rentre en relation, c'est pas génétique, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est notre histoire de vie qui fait que ben, on a des modèles qu'on appelle d'ailleurs des modèles d'attachement, et on rentre en relation avec ces modèles-là, avec les jeux qu'on a vu jouer, avec la manière dont on a vu les gens autour de nous résoudre les situations qui allaient pas, etc., etc. Et donc quand on est très traumatisé sur ce plan-là, je pense qu'on peut être toxique. Alors ça dépend ce qu'on appelle par nature. C'est-à-dire, on n'est pas né avec une génétique qui est toxique. C'est juste que ce qu'on a Mhm. appris fait de nous des gens qui savons pas rentrer dans les relations, qui à chaque fois vont jouer des jeux psychologiques plus ou moins graves d'ailleurs. Euh, et donc, je pense qu'on pourrait dire éventuellement que ces personnes-là vont être toxiques avec presque tout le monde, parce que de toute façon, l'apprentissage des relations qui a été fait est tellement délétère que voilà, c'est pas. Mais sinon, à part ces cas extrêmes, je pense, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi,
C'est un peu ce que dit Berne quand il dit on est prince et princesse et puis on devient ensuite des crapauds. Et nos parents nous font devenir crapauds. C'est ça. Ça Donc, a été dur pour les parents, mais ouais, ils sont en première part, hein, c'est les premières personnes qu'on voit et qui s'occupent de nous, donc ça. donc en fait, quand on a des enfants, faut les donner tout de suite aux grands-parents, comme ça, c'est pas nous qui les faisons. Ah, c'est ça. Faut rien reprocher après. Pour clore une situation, est-ce qu'on peut imaginer cette discussion sans forcément le faire dans la vraie vie? Ainsi, on peut ne pas prendre le risque de faire remonter une situation d'emprise. C'est une possibilité. À nouveau, je pense que c'est selon le besoin de la personne. Effectivement, l'imaginaire permet de résoudre aussi des situations, mais pour certaines personnes, il va falloir revenir discuter et remonter la situation d'emprise. Je pense que si on veut, par contre, aller discuter, il faut d'abord avoir traité, nous, notre rôle qu'on a éventuellement pris peut-être de victime parce que, ben, alors après, ça peut être aussi une victime dans la vraie vie, hein, mais parfois, en tout cas, il faut d'abord être solide. Parce qu'effectivement, sinon, on encourt le risque, quand on va reparler avec la personne, de revenir dans cette relation. Donc, il faut d'abord avoir traité les traumatismes liés à cette situation pour se sentir capable d'affronter cette personne. Et être conscient aussi, je pense que l'autre personne n'a pas forcément fait toute la démarche que nous on a fait. Et du coup, on peut arriver à se retrouver avec une personne, il s'est passé des mois, des années, etc. Peut-être on veut clore la chose, mais la personne n'a pas du tout, n'a pas du tout fait de démarche de réparation, de développement, etc. Donc, on va arriver avec peut-être un décalage, et il peut y avoir peut-être des déceptions, tout dépend en fait pourquoi au final est-ce qu'on a besoin de retourner avec cette personne. Et c'est ça, comme tu dis, qui va se travailler, je pense, son cabinet avec un thérapeute, et de comprendre le pourquoi de la démarche. C'est vrai que moi, quand j'ai des personnes, en tout cas, où il y a eu des jeux de niveau 3 et que le patient, donc c'était la victime, mais une vraie victime, parce que souvent les persécuteurs, on les voit pas trop en cabinet. On les voit pas beaucoup. C'est pas ceux qui. Enfin, oui, c'est peut-être pour ça que ça a mauvaise presse d'ailleurs, c'est parce qu'on les voit pas forcément trop. Mais moi, la première chose que je fais, c'est mettre de la protection. C'est-à-dire, la première chose, c'est il faut se séparer de la personne qui nous a fait du mal. Euh, et après, on se reconstruit. Après, on voit si c'est possible ou pas de retourner discuter. Mais effectivement, il y a un risque. Donc, il faut d'abord traiter les traumas qui sont en lien avec ça et aussi notre posture quand on est face à des gens comme ça. Est-ce qu'on est capable de se défendre? Donc ça, c'est vraiment créer de la protection. Comment j'apprends à me protéger avant de pouvoir le faire parce que sinon, effectivement, ça peut être risqué. Mhm, tout à fait. Ouais. Tu en vois, toi, dans ton métier d'éducateur, des enfants à qui tu apprends à se protéger? Alors, c'est assez compliqué parce que en fait, il faut pas comme je te disais avant, il faut pas qu'on rentre en cohésion si tu, à moins que l'enfant il soit dans une situation où c'est très grave, où sa vie est en danger. Là, on fera appel à d'autres organismes, hein, mais c'est vrai que on va essayer de préserver au maximum, si tu veux, ce noyau. Je sais qu'en France, c'est un peu différent. En Suisse, on va vraiment préserver ce noyau familial, des fois un peu à l'extrême. Ça veut dire des fois il y aura des situations que je sais qu'en France, bah, tout de suite il y aurait des éducateurs qui interviendraient. Il y aurait, nous on appelle ça le SPJ, c'est la Société protectrice de la jeunesse. En Suisse, le noyau familial est c'est très dur de rentrer là-dedans. Donc des fois, c'est vrai que ça arrive des situations où on va vraiment privilégier ce dialogue avec les parents, même si certains comportements sont inadaptés. Après, quand le comportement du parent sort du légal, bah là c'est sûr qu'on va faire venir d'autres organismes. Mais du coup, tu vois, ça serait très dur à un enfant de lui donner comme message, je vais t'apprendre à te protéger de ton père, tu vois, par exemple. Bah, ça serait inadapté. Mais après, tu vas pouvoir faire prendre conscience aux parents et en même temps, bah, ça aura un impact sur l'enfant. Oui, t'es un peu sur un fil. Oui, ouais, c'est vrai que des fois, C'est un travail ça peut être d'équilibriste. un peu tendu comme situation. Bah, c'est intéressant, puis c'est ça que j'aime bien aussi. Ah bah, j'imagine. Ah bah, on va devoir Putain, il est déjà moins 2. Ouais. Alors, il va Ça falloir passe qu'on vite, hein. clôture parce que sinon Instagram nous coupe. Donc, bah, écoute, je te remercie Axel d'avoir accepté. Ouh là là, c'est
rouge, je vais te donner le mal de mer. Je te remercie d'avoir accepté de venir parler de tout ça avec moi. Je suis ravie d'avoir discuté d'analyse transactionnelle avec un collègue parce que bah, en France, c'est pas très développé. Donc j'étais tellement contente quand j'ai découvert tes vidéos. Bah, merci à toi hein, pour l'invite. C'est quand tu veux hein, qu'on remet ça. Bah, écoute, avec plaisir et vraiment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos YouTube. C'est Noveras Coaching, hein, ta chaîne. Et il y a plein de vidéos, donc il a fait tout un cycle sur les jeux psychologiques avec des petits sketchs et il vous donne les noms des jeux psychologiques. Voilà, c'est vraiment très très bien fait. Je vous souhaite à tous et à toi aussi, Axel, un bon dimanche soir et Bon puis à dimanche très soir à tout le bientôt. monde. Bye Merci à vous bye. tous d'avoir été là. Au revoir. Ciao.